et de vous installer. Salut. Donc là, vous allez vous focaliser sur la question plutôt, pas seulement, bonjour, les dialogues de gestion et contrôle de gestion. Voilà, donc vous avez la parole. Donc même exercice, si vous pouviez faire un petit peu moins de 30 minutes, ça permettrait éventuellement d'avoir un petit échange avec les collègues de la salle. Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci, on va essayer de faire vite puisque tout le monde a les supports de diapositives, donc j'essaierai d'aller un petit peu à l'essentiel sur les diapos. Et juste avant de commencer, vous imaginez bien, comme ça a été souvent souligné par notre ministère de tutelle, le président que je suis n'ayant pas fait l'ENA, il a fallu que je m'appuie sur mon contrôleur de gestion, M. Wasfi Chabnia, et je le remercie au passage de tout ce qu'il a préparé, parce que sans lui, je n'aurais pas pu vous présenter ça cet après-midi. Hein? Oh, c'est chic, ça. Alors, la GBCP, comme on l'a vu avec la présentation précédente, elle va faire émerger deux concepts nouveaux qui sont appelés à devenir de plus en plus structurants. D'une part, la soutenabilité financière et d'autre part, la programmation avec cette notion de pluriannualité. Alors, ces deux concepts, le président Touré nous a présenté les outils au service de la soutenabilité. La commande pour nous était de vous présenter un des outils fondamentaux de la GBCP, que sera le dialogue de gestion. Alors, dialogue de gestion, c'est pas très nouveau. Il y a un certain nombre d'établissements, pour ne pas dire tous, qu'ils pratiquaient déjà, sous forme de conférences budgétaires, de contrats d'objectifs et de moyens, etc. Mais avec la GBCP, ce dialogue va clairement s'inscrire dans une logique qui va être pluriannuelle. Alors on va voir successivement, si vous le voulez bien, les acteurs de ce dialogue de gestion, et puis on verra ensuite les objets de cette gestion, et enfin la mise en musique. Alors les acteurs, 4 acteurs principaux. Le premier, c'est le conseil d'administration. Je passe relativement rapidement sur le conseil d'administration parce que finalement, il n'y a pas de changement majeur. Il valide les stratégies à moyen et à long terme de l'établissement. Il accorde les autorisations budgétaires, sauf que là, elles sont quand même dans l'esprit de la GBCP un peu plus globale, par enveloppe globale, masse salariale, investissement, fonctionnement. Il contrôle le niveau des emplois. Bref, pour le conseil d'administration, pas de grands changements. Il ne se positionne pas sur des enjeux de gestion, mais il fixe les orientations stratégiques. Premier danger qui apparaît là, le conseil d'administration, il va devoir bien prendre en compte la GBCP et ne pas céder à la tentation de se substituer aux autres systèmes, et en particulier au centre de responsabilité budgétaire. Normalement, ça doit renforcer le rôle stratégique du conseil d'administration. Deuxième acteur, le CRB, qui est le centre de responsabilité budgétaire, avec là une lettre R qui est particulièrement importante, la responsabilité. Une responsabilité basée sur 3 éléments. Le centre de responsabilité budgétaire, il reçoit, on lui donne des objectifs, on lui donne des moyens, et il dispose d'une marge de manœuvre, notamment dans la consommation des moyens qui seront alloués. Là encore, un danger. Le CRB, il faudra qu'il s'habitue à ne pas se réfugier derrière la gouvernance et à ne pas mélanger le niveau CA et le niveau CRB. Alors, on verra que le CRB, tout à l'heure, ça peut être une composante, ça peut être un groupe de composantes. Bref, à partir de là, il y a un certain degré de liberté pour les établissements pour pouvoir s'organiser en fonction de leur structure, de leur taille, etc. Le CRB, c'est donc un rôle de pilotage budgétaire, et bien entendu, ça sous-entend que le CRB dispose des compétences pour mettre en œuvre ce pilotage. Le conseil d'administration, le CRB, troisième acteur, le service opérationnel. Alors le service opérationnel, il a en charge les actes de gestion au plus près des usagers. L'idée étant simplicité et souplesse en se plaçant vraiment sur le terrain, au contact de ceux qui s'en servent.
Le service opérationnel, ça peut être un département, ça peut être une unité mixte de recherche, ça peut être un service commun de l'université, de l'établissement. Il dispose d'une enveloppe budgétaire qui est fongible, qui est allouée dans le cadre du dialogue de gestion avec le CRB, qui lui est bien sûr en position de responsabilité. Et puis enfin, quatrième acteur, c'est le CSP, Centre de services partagés. Donc là, on n'est plus sur une échelle type organigramme par rapport au CA, au CRB et au service opérationnel. On est sur une plateforme de gestion qui va en gros mutualiser les actes de gestion. Pour vous donner un exemple, à l'université Claude Bernard Lyon 1, pour nous, le CSP, le centre de services partagés, c'est par exemple notre service facturier ou nos pôles de gestion, puisqu'on en a de mémoire 3 pôles de gestion. Donc le CSP, lui, c'est plus une plateforme de mutualisation et de savoir-faire métier, bien évidemment, là encore, tout aussi. Alors, si on prend un exemple de cette organisation budgétaire entre ces différents acteurs, là, c'est bien, je le souligne, c'est uniquement un exemple, puisque un des intérêts de cette structuration peut être que autant d'établissements, autant d'organigrammes et d'organisations budgétaires différentes. Mais on retrouve bien sur cet organigramme l'occasion de repenser l'organisation budgétaire de l'établissement. Et en se posant en particulier les questions principales, c'est qui a les leviers, quels sont les objectifs, et les objectifs que l'on va donner à toute la partie qui se décline dans l'organigramme, et puis en n'oubliant pas qui exerce la responsabilité de tout cela. Donc ça, je le redis, c'est un exemple. Je vous montrerai tout à l'heure le système qu'on a à l'université Claude Bernard Lyon 1. Vous verrez qu'il y a un petit peu de ça, mais il y a un petit peu de mélange avec d'autres choses. Donc ça, c'était les 4 acteurs, le conseil d'administration, le CRB, le service opérationnel, et puis ces plateformes de gestion qu'on a vues. Quels sont les objets de gestion? Alors les objets de gestion, on revient sur cette espèce d'organigramme. Je dirais qu'on peut simplifier, pardon peut-être mon cher contrôleur de gestion, de faire beaucoup trop simple par rapport au langage habituel de toute cette comptabilité. Je dirais que finalement, pour moi, c'est relativement simple. Il y a une université, c'est une personne morale, donc il y a un seul budget, donc il y a une seule caisse. Et puis, à partir de là, moi, je me simplifie les choses, je parle, j'allais dire, comme un particulier, comme un commerçant, je parle en encaissement, en décaissement, ce qui rentre, ce qui sort, et je ne vais pas plus loin. Et si on regarde bien ça, ben finalement, sur le premier niveau qui est sur la diapositive, le premier niveau, c'est logique, ça se passe en centrale, c'est la gestion de tout ce qui est trésorerie, et il est logique que ça se passe en centrale. À l'opposé, complètement en bas, sur les services opérationnels, là, il faut que ce soit la simplicité et l'efficacité. Pardon, j'avais pas appuyé. Merci. Sur les services opérationnels, il faut que ce soit la simplicité, la souplesse et l'efficacité sur le terrain. Donc là, ce sont les autorisations de dépenses, on les reverra tout à l'heure. Et puis entre ces deux niveaux, entre le niveau central qui lui fait les encaissements, les décaissements, et le service opérationnel qui est au plus près des acteurs de terrain, il y a ce niveau intermédiaire qui fait en quelque sorte la gestion de la complexité avec les autorisations d'engagement et tout ce que l'on a vu. Le processus dialogue de gestion, alors ça, moi à mon avis, c'est pas nouveau parce que la plupart des universités pratiquent peu ou prou, plus ou moins, ce dialogue de gestion depuis le démarrage de la LRU. Ce dialogue de gestion, première chose, il est dit que le conseil d'administration arrête la procédure interne d'élaboration du budget, ce qui souligne bien qu'il n'y a pas de modalité fixe identique pour la totalité des établissements et chaque université pourra s'organiser et faire son architecture comme elle le souhaite. Le conseil d'administration arrête la procédure d'élaboration du budget, notamment les modalités d'association des composantes. Et là encore, il y a un degré de liberté établissement par établissement.
sur la réalisation de ce dialogue de gestion. Pour vous donner un exemple, à Lyon 1, on pratique déjà depuis 2009 une conférence budgétaire avec chacune de nos composantes et de nos services communs. Ces conférences budgétaires, elles se passent en 2 phases. Il y a une première phase qui est en général au mois de mai-juin, une seconde phase qui est plutôt au début de l'automne, et puis on pratique déjà les contrats d'objectifs et de moyens avec chacune de nos composantes et avec nos services communs depuis 2009. Donc là, la GBCP, elle ne modifie pas tout cela, mais simplement elle vient renforcer cette notion de dialogue de gestion dans le cadre du processus budgétaire. Alors, bien entendu, pour toute cette organisation, je ne reviens pas sur le conseil d'administration, dialogue de gestion avec les composantes ou les services ou les laboratoires de recherche. Il faut un appui logistique à l'élaboration de tout cela. Et bien sûr, à ce niveau-là, c'est l'ensemble des structures de l'université et des services de l'université qui vont assurer cet appui à l'élaboration budgétaire. Sur le plan de la chronologie, vous m'aviez dit que vous ne vouliez plus la mettre. Où est-ce que cette diapositive? Mais elle est très bien. Sur le plan de la chronologie, c'est logique, tout part du conseil d'administration. C'est lui qui est à la commande de tout ce qui est stratégique. Donc c'est lui qui fixe les orientations, c'est lui qui va fixer les plafonds, bien évidemment, et puis les enveloppes, mais on est là sur du macroéconomique. L'ordonnateur principal, lui, il va adresser la lettre de cadrage au CRB, au centre de responsabilité budgétaire. Il y aura là un dialogue, bien évidemment, avec des échanges entre les deux. Les CRB, eux, à leur tour, vont fixer les enveloppes aux services opérationnels. Les services opérationnels formulent l'expression de leurs besoins, les annonces de leurs recettes. Ça dialogue, on consolide, on vérifie, bien évidemment, en particulier au niveau des plafonds, et on met en route. Alors, pour ce qui est du dialogue de gestion et passer à la programmation, le dialogue de gestion, il existait déjà, mais il doit maintenant s'inscrire dans ce cadre de programmation pluriannuelle. C'est ce sur quoi a insisté le président Touré tout à l'heure et son équipe. C'est indiscutablement un des changements les plus importants qu'apporte la GBCP. Alors il faudra pour cela pouvoir être outillé pour que la gouvernance puisse avoir une vision pluriannuelle, et dans ce domaine, que ce soit les services financiers, comptables, d'aide au pilotage, etc., il faudra qu'ils puissent offrir les outils de gestion qui permettront cette vision. Enfin, je vous donne les possibilités, mais vous verrez qu'on peut mixer tout ça, de ce que nous mettons en place à l'université Claude Bernard Lyon 1. Pour nous, quand on part, alors je vais mettre les petits trucs en même temps, quand on part, merde, raté, voilà, quand on part pour nous, une composante, c'est un CRB dans la première version. À côté des composantes, vu le volume des contrats de recherche, il y a un CRB qui pilote tout ce qui était l'UB recherche. Vu le volume de la formation continue, même chose, notre service formation continue est un CRB, et vu la taille du service commun de documentation, c'est un CRB. Les services opérationnels, eux, sont en dessous, c'est-à-dire que ce sont les laboratoires de recherche, les UMR ou les départements des composantes. Ça, c'est la première vision. Il y a une seconde vision qui se prête relativement bien à notre université, qui est de faire moins de CRB, et en particulier parce qu'on arrive à Lyon 1 à se découper en un secteur sciences, un secteur santé, un secteur technologie, et qui revient, cette seconde variante, à faire des CRB sur nos grands secteurs, et d'avoir à ce moment-là les composantes elles-mêmes qui sont des services opérationnels. Dans la réalité, on fait un mix des deux, puisqu'en santé, on fait plutôt le CRB sur le secteur santé, alors qu'en sciences, on fait plutôt un CRB par composante. Et puis, il reste un point d'interrogation qu'on n'a pas mis sur la diapositive, mais on a une composante qui est ni en sciences, ni en santé, ni en technologie, c'est l'ESP. Donc, je pense qu'elle aussi, elle apparaît avec un CRB, bien évidemment.
Voilà, mais donc ces deux modalités, elles ne s'affrontent pas et elles sont tout à fait compatibles. Et puis les plateformes, pour nous les plateformes, c'est le service facturier, c'est les pôles de gestion financière, le comité de suivi des contrats recherche, etc. et le programme pluriannuel immobilier. Pour renforcer la souplesse, un petit mot sur les autorisations de dépenses. Les autorisations de dépenses, donc c'est en quelque sorte la somme des autorisations d'engagement pluriannuelles. C'est un concept qui est prévu, qui est recommandé dans le texte, et cet outil de vision pluriannuelle doit permettre de donner de la souplesse dans la gestion de l'organisation. Mais si on regarde, par exemple, si on prend l'exemple qui a été mis sur cette diapositive, si on prend un chercheur, le chercheur, il est informé du montant global de sa capacité de dépense, il la gère au fur et à mesure, il la gère comme il l'entend, charge, attention, au CRB de s'assurer que les équilibres budgétaires sont préservés, bien entendu. Et vous voyez, j'avais insisté tout à l'heure sur le R de CRB, attention au R de responsabilité du CRB, parce que la souplesse qu'on va pouvoir offrir au plus près des acteurs, cette souplesse qui était demandée depuis longtemps, que tout le monde souhaitait, elle nécessite un renforcement de la responsabilité au-dessus, bien entendu, et j'insiste sur ce R de responsabilité au niveau du CRB. L'autorisation de dépenses, c'est une vraie souplesse, et là, j'aurais dû passer la diapo avant, forte expertise du CRB et attention à sa responsabilité. Voilà, en quelque sorte, si vous voulez, les acteurs, pas de gros changements pour le CA, il doit être renforcé dans son rôle de stratège à moyen et à long terme, beaucoup plus de souplesse, mais beaucoup plus, attention, de responsabilité, nécessité de compétences métiers fortes dans l'établissement naturellement, mais au niveau des CRB, et puis, dernier point important, pas de modèle unique, à chaque établissement, en fonction de sa taille, de sa structure, de son histoire, de concevoir le modèle qui lui convient le mieux. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Étant donné que notre collègue a respecté le temps, il nous reste une petite dizaine de minutes pour poser des questions ou faire des commentaires. Qui souhaitent intervenir? Non, c'était clair pour... Si, il y a une intervention, j'ai pas vu. Bonjour. Juste dans les modèles que vous avez, dans les hypothèses que vous avez forgées en termes de structure, je voulais savoir à quel niveau vous aviez envisagé le contrôle des crédits de paiement. Par enveloppe, ou pas, par CRB ou autre. Ou alors tout à fait au niveau de chacun des budgets en fait. Alors, effectivement, la gestion des CP est globalisée, donc elle sera au niveau de... Oui, pardon. Donc je disais que la gestion des CP est globalisée, elle est gérée au niveau de l'établissement, et donc sous la responsabilité du comptable, en lien bien sûr avec l'ordonnateur. Et ensuite, il va y avoir un dialogue de gestion permanent entre le central et les différents CRB. Et à ce moment-là, on essaiera de s'assurer que les allocations d'AE qui sont accordées à chacun des CRB soient compatibles avec le volume global des CP. Et ça se fait de manière itérative, à la fois avec les contraintes fixées par le conseil d'administration en matière de stratégie, et ensuite en fonction des projets, de la capacité qu'auront les CRB, des composantes ou des regroupements de composantes, à mener à bien leurs projets. Oui, qui veut poser... oui, à gauche, ici, là. Oui, Amal Saya, Université Paul Sabatier, Toulouse 3. Les deux modèles de variantes que vous avez présentés, le deuxième modèle qui regroupe finalement toutes les facultés de corps de santé, est-ce que c'est un modèle que vous avez imaginé suite à la GBCP ou c'était un modèle que vous aviez antérieurement? Et deuxième question, c'est comment vous gérez les opérations qui sont communes à un certain nombre de facultés, par exemple le concours de santé? Alors, première chose,
Mais ça rejoint une idée plus globale sur laquelle j'ai peut-être pas assez insisté, hein. L'organisation budgétaire d'un établissement, ça a une dimension qui est très politique. Et cette dimension très politique, si on veut qu'elle fonctionne, il faut qu'elle tienne compte du terrain et de l'histoire. Il se trouve qu'à Lyon 1, on a un secteur santé qui historiquement a toujours fonctionné de façon très unie, alors qu'il y a 2 facs de médecine, une de pharmacie, une de dentaire et un institut des sciences et techniques de la réadaptation. Donc, ils ont toujours fonctionné très unis. Avant la LRU, avant la GBCP, mes prédécesseurs distribuaient déjà à santé ce qu'on appelait à l'époque la marmite santé. C'était pas très joli comme terme, mais finalement, la marmite santé, eh ben, elle faisait de la GBCP sans savoir que c'était de la GBCP, parce que finalement, elle donnait cette allocation d'argent à tout un secteur, et ce secteur se débrouillait au sein du secteur pour répartir entre les différents UFR du secteur. Quand on a petit à petit, puisqu'on se met en ordre de marche pour la GBCP, quand on a commencé à restructurer, on a conservé cette structuration qui préexistait. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elle fonctionnait. C'était de la réelle politique, ça a marché, on ne change pas quelque chose qui marche. Voilà. Oui, il y a encore une autre question au fond de la salle. Bonjour, Marc Masson, école d'ingénieur à Saint-Étienne. J'espère que je vais bien formuler ma question, mais dans les exemples que vous avez pris, vous ne nous avez parlé que d'autorisation de dépenses. Or, depuis le début de l'exposé, et l'un des sens de la GBCP, c'est, semble-t-il, de faire en sorte que les autorisations de dépenses, donc que les crédits de paiement sur une année, soient compatibles avec les encaissements réels qu'on aura dans l'année. Donc, est-ce que dans la mise en œuvre de la GBCP, il faut prévoir des dépenses, des crédits de paiement qui sont certains et d'autres qui dépendraient de l'encaissement réel de recettes? Je vais prendre un exemple très précis cette année. La taxe d'apprentissage, on ne sait pas trop ce que ça va donner. On a fait un budget prévisionnel d'encaissement de la taxe d'apprentissage. Si jamais on a fait des erreurs conséquentes sur l'évaluation de la prévision de recettes, ça devra avoir des conséquences sur les autorisations de dépenses. Donc est-ce que voilà, ces mécanismes d'ajustement éventuel des autorisations de dépenses aux recettes réelles, comment est-ce qu'on appréhende ça? Il me semble que c'est l'un des points importants de la soutenabilité budgétaire. Voilà. Alors j'espère que c'est une question pertinente. Mais... Effectivement, c'est pertinent. Alors donc effectivement sur l'approche budgétaire, la GBCP ne change pas certains points structurants. Effectivement, on est toujours sur une question d'équilibre budgétaire. Les objets de gestion, on en a 2 en dépenses. Donc les autorisations d'engagement d'autre part, les crédits de paiement d'autre part. En recettes, on a un objet de gestion prévu par la GBCP, donc ce qu'on appelle les recettes encaissées. Ce qui nous manque dans ce découpage, c'est un objet de gestion qui correspondrait à la prévision de recettes, qui n'apparaît pas dans le schéma qui figure dans les DPG, même si on peut se le figurer et l'imaginer. L'autorisation de dépense n'est pas la somme des crédits de paiement, l'autorisation de dépense est la somme des AE annuels et ou pluriannuels. Ce qu'on veut faire, c'est simplifier la vie du chercheur et lui donner un volume global de dépenses, qui correspond à un volume d'AE simplifié. Ce volume d'AE simplifié intègre par ailleurs les prévisions de recettes qui, elles, sont gérées au niveau des CRB. Et ces prévisions de recettes donnent une capacité de dépenses supplémentaire. Donc là, ça sera aussi aux services centraux de l'établissement, donc à la DAF et à l'agence comptable, parce que c'est un processus de dialogue de gestion partagé entre ordonnateurs et comptables. Et ensuite, ça permettra au niveau des CRB de s'ajuster sur est-ce que les capacités de dépenses sont adaptées aux moyens de l'établissement. Et ça se fera en temps réel. Et ça se fera de manière permanente. Plus seulement en fin d'année ou plus en septembre-octobre. Ça devra se faire de manière régulière. Et si on optimise correctement les AD, vous verrez que les volumes de report et les nécessités des budgets rectificatifs vont diminuer, puisqu'on pourra faire de la réallocation de moyens en temps permanent, de la vraie programmation, et les reports de crédit deviendront marginaux par définition. Je crois pas.
Pour poursuivre sur cette question, donc vous n'avez pas modifié votre organisation des services dans le domaine des recettes, puisque là effectivement, ça a été rappelé, l'équilibre budgétaire dépend des encaissements réels. La recette, ça ne sera pas ce qu'on aura prétendu, mais c'est ce qu'on aura reçu finalement. Donc on sera amené à corriger plus rapidement le tir si jamais on réalise que les recettes d'apprentissage sont moindres. Vous avez évoqué le dialogue de gestion entre l'agence comptable qui sait ce qui encaisse et puis traditionnellement le service des affaires budgétaires qui lui sait comment a été construit le budget globalement. Est-ce que vous avez pris des mesures particulières pour fluidifier ça? Parce que nous on s'est posé la question à Orléans et on a créé un service mutualisé entre l'agence comptable et la direction des affaires financières de manière à pouvoir avoir une réaction très, très rapide. Et on s'est posé la question de ce que faisaient les autres universités. Alors, dans ce domaine-là, effectivement, depuis le passage au RCE, donc depuis 2009 pour ce qui concerne Lyon 1, on avait déjà centralisé une grande partie des recettes. Donc ça, c'était déjà centralisé au niveau de la DAF, et donc les composantes conservaient à leur niveau les ressources propres, certaines ressources propres. Ensuite, il y a effectivement un temps de gestion qui existe déjà depuis 2009, mais qui est formalisé à travers la GBCP, où à ce moment-là, la DAF et l'agent comptable se mettent régulièrement autour de la table pour ajuster. Mais grosso modo, la GBCP ne change pas fondamentalement une approche qu'on avait déjà depuis la loi LRU. C'est là qu'on peut voir quand même que les universités sont quand même assez précurseurs dans ce domaine-là, puisque services facturiers, dépenses et centralisation des recettes, c'est des éléments vers lesquels on était déjà naturellement tourné. Maintenant, il y a une question qui se pose. Est-ce qu'on va avoir le miroir d'un service facturier dépenses en matière de recettes? Certaines universités vont dans ce sens-là. Il faudra voir ce que la réglementation permet de faire. Très bien. Il nous reste peut-être 1 ou 2 minutes pour prendre une question. Alors, je ne vais pas m'adresser à la salle, mais je vais m'adresser aux personnes qui sont en visioconférence. J'ai eu tendance à les oublier lors des dernières présentations. Si vous avez une question à poser, même si ça va être difficile. Non. Est-ce que quelqu'un souhaite poser une question à ce moment-là? Vous rallumez votre micro, peut-être. Et vous n'oublierez surtout pas de l'éteindre après avoir posé votre question. On peut poser une question? Oui. Allez-y. Oui, bonjour. Une question, donc, est-ce que les SACD doivent nécessairement être un CRB? Merci. Éteignez votre micro, on va vous répondre. Oui, si vous voulez répondre. Dans notre approche, oui, très clairement, les SACD, les services à comptabilité distincte, les budgets annexes par ailleurs sont tous des CRB, des centres de responsabilité budgétaire, parce qu'ils disposent d'objectifs qui leur sont propres, de moyens qui leur appartiennent, et qu'ensuite ils ont des marges de manœuvre. Quand on a défini notre champ de CRB, on s'est très simplement dit 3 critères. Est-ce que nos entités respectent ces 3 critères? Oui ou non? Et ensuite, on se dit, et quel est l'intérêt d'afficher un CRB? Le président Gilly parlait tout à l'heure de l'ESP. Donc effectivement, l'ESP sera un CRB à part entière. On se pose la question de savoir, on a eu des bruits qui nous disaient que l'ESP monterait au niveau d'un budget annexe. Dans ce cas-là, ça serait bien sûr et naturellement un CRB à part entière. Très bien, merci. On va arrêter là les questions, puisqu'on a atteint le temps limite. Je vous propose donc de... Merci à nos intervenants. Je vous propose donc de passer au point suivant, et là je vais appeler les collègues de Bordeaux. Donc ils vont nous parler de l'organisation de la fonction financière. Voilà, la parole est à vous. Bonjour à tous, donc Stéphanie Navéry, je suis directeur général des services adjoints en charge des finances et des achats. Et Thierry Pestana, agent comptable, Université de Bordeaux.
Voilà, donc la commande qui a été passée, c'est de faire un témoignage à partir d'une expérience de l'Université de Bordeaux, qui vient tout juste d'être créée au 1er janvier 2014. Donc on a conçu une organisation en ayant un petit peu en perspective cette GBCP avec les différents éléments que l'on entend sur la soutenabilité, la dématérialisation, le pilotage, la comptabilité analytique. Donc vous allez voir que dans notre organisation, on a essayé d'imaginer et de construire les choses en ayant ces objectifs-là en tête. Alors, la présentation se fait en 3 temps, un temps très rapide sur quelques chiffres de l'Université de Bordeaux, un deuxième temps donc plus spécifique sur l'organisation financière et comptable, avec en perspective la GBCP, et une déclinaison sur nos 2 services, donc le pôle finance et achat, et sa particularité, ce nouveau service que nous avons créé, à savoir le service de l'achat, et ensuite on abordera la direction des services comptables avec le service facturier, et enfin différents process que l'on a créés, et que l'on pense être facilitateurs dans le cadre de la GBCP, même si en termes calendaires, je dirais, on a quelques inquiétudes sur 2016, mais qui ont été en partie levées sur ce point. Donc l'Université de Bordeaux, donc création, je le disais, au 1er janvier 2014. Donc la fusion de 3 universités et des activités du PRES, Université Bordeaux 1, Bordeaux 2 et Bordeaux 4, et le PRES. Donc c'est un peu plus de 50 000 étudiants. On est sur 26 unités de formation. En matière de recherche, donc de nombreuses unités, 74, des plateformes technologiques. En termes de personnel, on est à 5600 personnels et un campus très étendu, avec une certaine vétusté, mais on bénéficie de l'opération campus. Donc là aussi, on a quelques éléments, perspectives positives, mais un poids du campus qui pèse relativement sur notre budget. Le budget, justement, donc sur 2014, on était sur 550 millions d'euros de budget. Bon, le premier poste, ça surprendra personne, avec 337 millions d'euros. Sinon, si on analyse un petit peu en matière d'achat, on est sur les 2 premiers postes qui sont liés au patrimoine, avec les fluides, 8 millions d'euros, et le deuxième poste qui concerne les travaux d'aménagement et de maintenance des bâtiments à 6 millions. Sur la partie recettes, le premier financeur, bien sûr, c'est l'État, et indirectement aussi un petit peu l'État à travers l'Agence nationale de la recherche, qui représente 14%, en bénéficiant de grands projets qui sont les investissements d'avenir et l'opération campus. Alors sur l'organisation administrative qui a été élaborée, alors on est sur une organisation avec 7 pôles et 3 directions. Alors qu'est-ce qu'on voulait au travers de cette structuration-là, et notamment sur la création de pôles, c'est véritablement avoir de la cohérence et l'objectif quelque part, ou les objectifs qui étaient poursuivis dans cette organisation-là et au travers des pôles, c'est de regrouper en fait des directions qui ont des activités avec de fortes interactions. De simplifier l'organisation administrative, d'éviter une structuration en râteau et de faciliter, je dirais, la visibilité, la compréhension d'une administration, donner du sens aussi et de la valeur ajoutée à l'administration. Et enfin, positionner donc, au niveau de chacun des pôles et des directions, on a des directeurs généraux des services adjoints. Donc, quelque part, c'est aussi une responsabilisation des acteurs. Alors pour le pôle finance et achat, qui est un de ces 7 pôles, donc quelque chose d'assez logique, je dirais, dans sa configuration, avec 2 directions, une direction des finances et une direction des achats. Alors sur la direction des finances, on va dire que on est sur une certaine logique dans ces missions, avec l'organisation de la gestion budgétaire et financière, et puis la participation et la contribution aux différentes missions et aux projets de l'établissement. On a souhaité rajouter un élément qui parle de garantir la situation financière saine. Ça veut dire quelque part, là on est quelque part sur de la soutenabilité financière dans les décisions qui peuvent être prises sur un certain nombre de sujets, tant sur le volet patrimonial, sur le volet des équipements, sur des questions de modèle économique. Donc derrière, outre la gestion et l'animation budgétaire qui s'opère au sein de l'établissement, c'est aussi de participer aux différents projets de l'établissement. Sur la direction des achats, on est là aussi sur quelque chose d'assez
courant avec la sécurité juridique et tout ce qui concerne les marchés. Mais là aussi, on a voulu ouvrir un petit peu de perspective et répondre à la question de l'efficacité économique de l'achat et véritablement, outre la sécurité juridique, de s'interroger sur les coûts qui sont pratiqués ou qui sont supportés par l'établissement et avoir cette culture-là d'amélioration et de rationalisation. Et c'est au sein de cette direction des achats que nous avons créé un nouveau service, un service de l'achat. Et là, pour faire le parallèle avec la GBCP, les différents termes qui ont été énoncés précédemment, on pourrait l'assimiler à un centre de services partagé. Ce service de l'achat, l'objectif, c'est la mise en œuvre d'une politique d'achat plus efficace avec des gains économiques attendus. Donc on a vraiment des objectifs qui sont assignés à ce service de l'achat. Et c'est cette structure-là qui va être porteuse du plan d'action d'achat de l'université. Plan d'action d'achat sur lequel on a beaucoup communiqué, on essaie d'avoir de l'adhésion de la part des services, parce que les prescripteurs sont les services de l'université, donc de partager ce document-là, de le concevoir pour cette année 2015 ensemble. Sur 2014, dans le cadre bien particulier, c'est un petit peu plus compliqué, mais on a véritablement ce sujet, cette question de l'efficacité économique. Donc plan d'action d'achat qui se décline pour l'Université de Bordeaux en 4 axes. Un premier axe commun, je dirais, sur la sécurité juridique, avec la question des dépenses qui sont couvertes par des marchés publics. Un deuxième axe que je développerai qui concerne la performance économique, améliorer. Un troisième sur le développement durable. Et un quatrième sur favoriser l'accès des PME. Donc là, on est plutôt sur des questions d'ordre régional. Donc, nous venons de passer le conseil d'administration il y a 2 jours de ça et on a présenté le bilan de ce plan d'action achat et notamment de l'axe 2, améliorer la performance économique. Donc derrière cet axe performance économique, vous voyez un certain nombre de parallèles, je crois, avec la GBCP. On poursuit 2 objectifs, donc la réduction des coûts, on va être sur des questions de standardisation, sur de la négociation, essayer de regrouper, d'acheter de l'efficacité. Et d'autre part, un des aspects, je crois, qui est parfois oublié, c'est le coût de nos processus internes. Donc véritablement avoir la question, et quand on parle de dématérialisation, on n'est pas très loin de tous ces aspects-là, sur le nombre de factures, tout ça, toutes ces pièces, à l'origine c'est une pièce, mais derrière ça doit passer au sein d'un processus qui génère un coût, de la manière dont il peut être imaginé. Et donc là, on est véritablement aussi en train de s'interroger sur différents process que nous avons et sur mon secteur, sur la partie finance et achat, de voir un petit peu l'impact, les coûts indirects qui sont générés par ces aspects. Donc, sur la première année 2014, on était parti sur 1 million d'euros de gains en tant qu'objectif. On a largement dépassé cet objectif-là. Je dirais que, outre les chiffres et l'intérêt, c'est surtout, je dirais, les leviers d'action qui sont intéressants, me semble-t-il. C'est d'une part la négociation au travers des marchés. On se rend compte que véritablement intégrer cet élément-là, échanger avec les fournisseurs et essayer de travailler sur de la mise en concurrence, les marchés publics le permettent dans certains cadres, génère de très fortes économies. Elles sont particulièrement vraies sur le secteur du patrimoine, où les offres peuvent varier de manière très conséquente et ça a permis d'avoir des résultats très conséquents. On arrive à quelque chose de proche de 1 million d'euros d'économies générées au travers de cette négociation-là. On a bénéficié d'un effet d'aubaine au travers de la déréglementation du marché gaz. On aura sur le marché électricité aussi des objectifs à ce titre. Et la standardisation des produits également participe à la maîtrise des coûts. On a des exemples très concrets sur les fournitures de bureaux. On a des gains très importants quand on standardise, quand on réduit le nombre de références, tout en répondant de manière satisfaisante à la communauté. Il ne s'agit pas non plus de contraindre de manière trop importante, mais on arrive à avoir des gains économiques très, très conséquents. L'autre objectif de ce plan d'action et dans le cadre de l'axe de performance économique, c'est la rationalisation du processus de la commande et de la facturation. Donc là aussi, vous voyez le parallèle qu'on peut trouver avec la GBCP. L'externalisation juste besoin, là c'est quelque chose qu'il faut prendre avec doigté. Sur la rationalisation du processus de la commande et de la facturation, on a quelques exemples sur la carte logée, sur le marché agence de voyage où on avait une multitude, je dirais, de factures avec tout ce que ça engendre derrière. Ce qui dit facture dit bon de commande, dit facture avec, quand on voit la pièce, tout le process, le nombre d'interventions des agents,
derrière, c'est très coûteux. Et là, on est passé sur des relevés mensuels. Ça ne se fait pas sans difficulté dans une phase de démarrage, parce que derrière, le retraitement d'un relevé mensuel génère du coût aussi. Donc, c'est pas que du bénéfice ou c'est pas que du gain. Mais progressivement, ça permet de professionnaliser aussi derrière. J'ai entendu ce terme tout à l'heure. Les factures dématérialisées aussi permettent de maîtriser nos délais en termes de paiement. On a une réduction des coûts. Si on dématérialise, et bien automatiquement, le papier, l'affranchissement et tout ça, ce sont des éléments aussi que l'on peut communiquer à nos fournisseurs sur leurs offres. Bon, les commandes en ligne aussi permettent d'améliorer notre organisation. Donc, ça a été dit, effectivement, la GBCP est une opportunité. Alors, dans notre cas, on a axé notre témoignage là-dessus. La fusion en est une aussi. C'est-à-dire que donc, nous avons fusionné en 2014. Et quitte à revoir l'organisation de l'établissement, autant anticiper un petit peu sur l'organisation autour de la GBCP. Voilà, puisque voilà, les changements, il faut les accompagner. Et des changements successifs, c'est lourd. Après, ça sera notre difficulté aussi à gérer en 2016 éventuellement. Donc, comment est organisée la direction des services comptables autour de ces deux, je dirais, stratégies, fusion et GBCP? Donc, quatre services, deux services classiques d'une agence comptable, c'est-à-dire le service de la comptabilité générale, le service de la paye, de la recette, et donc deux services nouveaux, un service de la qualité comptable que nous avons créé, pour effectivement en procédure de fusion, nécessité d'avoir des convergences rapides, d'avoir des procédures assez rapides et efficaces, et à cette occasion-là de moderniser, de mutualiser. On est dans la ligne de la GBCP. Assurer aussi une veille réglementaire, puisque réglementairement les choses bougent beaucoup, assez vite. Et donc, nécessité d'avoir cette personne qui a un peu la tête voilà, au-dessus du guidon pour nous alerter et pour monter éventuellement des nouvelles procédures et des nouveaux process. Ensuite, un autre service, le service facturier. Là aussi, pas quelque chose de très nouveau, mais nous, dans les 3 établissements, il n'y avait pas du tout de service facturier. Donc, c'est pour dire donc on a fusionné et on a mis en place dans le même temps un service facturier commun pour l'ensemble donc des services. Donc c'est l'illustration de ces services, ces centres de services partagés par excellence. Enfin, au moins le plus cité, au moins il y a un décret, enfin un décret précis là-dessus. Donc effectivement, les objectifs de ces services facturiers, bon, ils sont relativement classiques. Je crois que dans le livret, il y a l'excellente documentation de mon collègue de Lorraine sur tout le déploiement des services facturiers, qui a une ancienneté beaucoup plus importante que la nôtre. Mais néanmoins, c'est rendre un meilleur service, ça a été l'objectif, de mutualiser, de sécuriser les procédures et bien évidemment de réduire les délais globaux de paiement. Donc j'y reviendrai aussi pour la recette. Alors au niveau de la réduction du délai global de paiement, c'est assez partagé par toute la communauté. C'est-à-dire on sait qu'il y a 30 jours, que les 30 jours passent relativement vite. Et là-dessus, on avait quand même un consensus. Bon, pour la recette, c'est pas la même chose. Et là, enfin j'y reviendrai, mais on a véritablement, il n'y a pas le même délai qui existe. Et ça peut poser problème. Voilà, et c'est pour ça qu'on a un plan d'action là-dessus, je vais y venir. Donc, le plan d'action du service facturier, c'est véritablement un dispositif simple. Dans une organisation qui a fusionné, il est très important de repérer très rapidement les services. Voilà, donc le service facturier a été repéré très facilement. Et ensuite, il y a la spécialisation des intervenants. Il n'y a que 20 personnes qui interviennent donc au service facturier. On les professionnalise. Derrière, vous avez de la qualité comptable, puisqu'il y a 20 personnes qu'il faut former et qui vont liquider de la même façon, qui vont interpréter les comptes par nature de la même façon, etc. C'est quand même beaucoup plus facile. On a spécialisé ces personnels, ces gestionnaires du service facturier par secteur, recherche, formation, services centraux.
là aussi pour créer de la confiance, parce que c'est important de créer de la confiance. On fait un service partagé et il faut qu'il y ait voilà, ce lien de confiance. On le crée avec, donc au démarrage, avec des affinités personnelles, puisqu'on va reconnaître la personne. Alors c'est des poules de 6-7 personnes pour assurer une continuité de service. Mais voilà, c'est important d'avoir ce lien. Et ensuite, c'est plus rapide, c'est plus efficace, parce que la gestionnaire n'a pas besoin qui arrive dans un labo, qui est nouvelle, qui ne connaît pas le système d'information, elle peut se lancer très vite dans des bons de commande ou des engagements juridiques, parce que le service facturier a la main pour l'aider et corriger si son code LOF n'est pas bon, si son code NACRE n'est pas bon, etc. Elle va l'accompagner tout de suite, sans un rejet avant. La crainte du rejet était terrible. Donc il n'y a plus ça, c'est plus fluide. Et donc effectivement, en gain de délai global de paiement, c'est tout de suite efficace, puisque derrière, effectivement, il y a de la dématérialisation et les échanges ne sont plus papier. Puisque alors c'était une évidence pour un établissement qui grossit avec voilà, sur plusieurs départements, etc. Les navettes ou les courriers internes, c'est quelque chose qui fonctionne pas bien dès le début, hein, on a pu le voir. Donc voilà, heureusement on échange grâce au système d'information par message pour demander les services faits, etc. Et échange aussi des factures dématérialisées. Donc l'axe aussi, ça a été la dématérialisation des factures, qui a été tout de suite mis en avant dès la constitution du service facturier, dès la constitution de la fusion, donc d'accompagner le service facturier d'une dématérialisation. Alors nous avons Cocktail, et donc il n'y a pas de système intégré de dématérialisation. Je crois que SIFAC non plus, c'est pas tout à fait intégré, mais c'est un système associé ou quasiment associé. Si, c'est intégré. Autant pour moi. Donc nous avons Cocktail, il n'y a pas de système intégré. Et donc nous avons donc fait le choix d'un opérateur qui va assurer cette dématérialisation. Elle est en cours de déploiement. Nous ne l'avons pas mise en place dès la première année. Nous avons fait le marché et nous allons les déployer. C'est en cours de déploiement. Ils sont sur place. Et donc nous allons commencer cette dématérialisation au mois de mai. Voilà, donc là aussi c'est une demande de la communauté aussi, de ce partage instantané de la facture. Alors ce n'est pas du scan de facture, hein. C'est véritablement de la lecture de la facture avec des métadonnées qui seraient capables de pré-liquider automatiquement le plus possible dans le système d'information pour éviter de la saisie. Et c'est aussi après mise à disposition dans notre GED Nuxeo à disposition des composantes, toutes ces factures, et de pouvoir les classer par leur choix, par fournisseur, par date, etc., par convention, voilà, à assurer toutes ces gestions derrière. Alors c'est un pied aussi dans la dématérialisation, puisque bien sûr aussi ça peut être généralisé à plein de choses, et déjà nous avons des demandes au niveau de la formation continue, l'apprentissage, de scanner, d'utiliser ce logiciel aussi pour les contrats de formation continue d'apprentissage. C'est aussi, alors ça sera facilité avec la généralisation de la facture électronique qui va arriver à partir de 2017, où là on aura des factures nativement électroniques, dématérialisées. Donc là plus de contraintes de lecture des documents, puisque voilà, le logiciel sera capable de reconnaître tous les éléments de la facture. Néanmoins, on a un certain nombre d'autres documents qu'on a besoin aussi de scanner, d'autres pièces sur les missions, etc., où voilà, on aura toujours besoin de cet outil. Ensuite, les process budgétaires facilitant la mise en œuvre de la GBCP, là je relaisse la parole. Oui, donc, à la direction des finances. Outre ces aspects organisationnels, d'autres éléments que l'on a établi en ayant cette perspective de GBCP. La structure budgétaire, on en a parlé précédemment, et on est un petit peu sur la même logique, hein, sur les centres de responsabilité budgétaire et sur le service opérationnel. Donc on a un regroupement de laboratoires, et avec ce regroupement on l'appelle département. Donc là on est sur le centre de responsabilité budgétaire, et sur la partie formation ce sont des collèges avec des unités formation derrière. Donc on n'a pas derrière, en termes de structure budgétaire, de difficulté à gérer ce changement-là, sachant que la structure budgétaire avait été conçue à l'époque véritablement avec
deux objectifs. Un objectif de répondre à une structure budgétaire, ça doit permettre à l'établissement de pouvoir piloter et d'arriver à pouvoir mieux cerner les grands enjeux budgétaires et son exécution et pouvoir corriger à tout moment dans l'année pour rectifier le tir, et d'autre part permettre les activités aux structures, permettre à la communauté dans chacun des services, que ce soit en formation, de pouvoir fonctionner. Donc il fallait trouver un consensus, et au travers de la structure budgétaire qui a été conçue, je crois qu'on l'a trouvé. On a un dialogue de gestion qui a été instauré dès la première année, dès 2014. Alors sur la première année, il a été surtout orienté, on était dans une phase de fusion, donc sur des questions de périmètre de dépenses, sur des questions d'indicateurs. Mais on a déjà, dès septembre, et ça sera repris de manière encore plus forte cette année, sur la question de la mise en place de projets, sur la question de la pluriannualité. Alors, l'un étant lié aussi avec l'autre, c'est-à-dire qu'avec cette vision pluriannuelle, ça participe au projet. Mais on se rend compte... derrière une exécution d'un budget où on a globalement, et ce sont des courbes que l'on retrouvait sur nos anciens établissements, une consommation plutôt tardive du budget avec une très forte croissance lors des derniers mois de l'année, et quelque part au travers de cette pluriannualité, outre le fait que ça permet d'ouvrir des perspectives, ça devrait également permettre de décloisonner une année et donc d'éviter peut-être ces achats parfois schizophréniques en fin d'année pour dire il faut absolument que je consomme, alors que ces ressources-là, si on peut les orienter sur des projets qui sont beaucoup plus positifs et qui participent au développement de la structure, ça nous semble plus judicieux. Et voilà, donc quelque part on essaie aussi, au travers de ce caractère pluriannuel, outre le fait que, au travers des autorisations d'engagement, bien évidemment on l'a, voilà, c'est aussi de le traduire par des éléments plus concrets pour les structures. Voilà, un autre aspect, donc là ça rejoint sur la partie des crédits de paiement, c'est la question des ressources en fait. Derrière, je vous ai présenté le service de l'achat qui est axé sur les achats, donc sur la dépense. En termes de stratégie, en fait, on se rend compte que outre la maîtrise de ces dépenses-là et une plus grande efficacité, l'un des enjeux aussi, c'est la diversification des ressources et le développement de nos ressources propres. C'est-à-dire que le développement de l'établissement passe aussi par cette activité-là, et c'est le message qu'on souhaite passer aux différentes structures pour favoriser la croissance des structures et donc de l'établissement. Et donc là aussi, je trouve un certain nombre de parallèles. Et sur les conséquences de ça, on parlait du service des facturiers des recettes. Derrière aussi, je crois que dans le cadre de notre organisation, on a énormément de moyens qui sont dédiés à la dépense, et l'idée c'est peut-être de réorienter et de favoriser le secteur de la recette et de voir si on ne peut pas rééquilibrer. Bon, on va terminer avec le temps qui est écoulé, mais... le process comptable et donc tout ce qui a été mis en œuvre ou les perspectives que l'on a aussi sur d'autres sujets. Donc très vite a été nécessaire de monter un contrôle partenarial de la paye, parce que la paye, bien sûr, comme tout l'établissement, est un enjeu important. Trois établissements, 3 procédures différentes, même des contrats de travail différents, etc. Donc très vite des procédures de convergence à mettre en place et de se partager la tâche des contrôles, puisque c'était trop lourd pour un seul service. Voilà. Alors avec un accompagnement de la qualité comptable qui s'assure, et du contrôle interne au niveau de l'établissement qui s'assure de la pertinence de ce partage et de ce contrôle partenarial. Là aussi, besoin de mettre une liste des pièces justificatives de la paye en commun, RH, direction des services comptables. Et là, sur un autre aspect, sur le déversement de la paye, c'est aussi c'est peut-être moins un enjeu pour toute la communauté, mais donc c'est une nécessité pour nous, puisque nous avons fait le choix de titrer les contrats pluriannuels à l'avancement. Et par conséquent, il nous faut le déversement de la paye rapidement, c'est-à-dire début janvier, la paye de décembre, qui est l'enjeu important, mais donc en début janvier pour pouvoir faire les titres en suivant, voilà, et tout ça avec une perspective de tout finir avant fin février. Donc voilà, ça fait court. On a très vite vu au mois de juin 2014 qu'on ne tiendrait pas les délais, donc on a fait intervenir, on a une cellule d'accompagnement au changement, enfin d'amélioration continue. Et qui a mis d'accord, voilà, qui nous a réunis avec la RH, les services comptables, les services financiers, de façon à tenir des calendriers précis. Et donc on a monté un calendrier 2015 avec chacun des dates de façon à respecter ces délais.
voilà, partagé. Donc on a un calendrier vraiment partagé de A à Z avec les acomptes, tous les déversements, jusque les ajustements des composantes sur les heures complémentaires qui sont déversées, etc. Voilà, très, très détaillé, de façon à ce que voilà, chacun est conscient du process complet et du travail de l'autre, qui n'était pas une évidence voilà, jusqu'à présent. Ensuite, un système, voilà, on a mis en place un système de gestion de trésorerie plus fin sur l'exercice 2015. On a démarré ça de façon à pouvoir, là aussi, on flèche toutes les catégories, on a fait assez fin, de catégories de recettes et de dépenses, de façon, lorsque l'on va choisir nos recettes fléchées, de pouvoir dire un petit peu les impacts et un peu voilà, les évolutions sur 2015 et voir les volumes consacrés. Voilà, donc nous, voilà, même si aucune décision n'est prise, hein, mais c'est vrai que voilà, on a deux objets importants, volumineux, opération campus et investissement d'avenir. Donc voilà, là, c'est effectivement, ces recettes-là sont particulièrement suivies de près. Voilà, pour l'instant, on ne sait pas si elles sont fléchées ou pas. Et ensuite, effectivement, on a mis ce service facturier en place. Et côté recettes, comme je l'ai dit tout à l'heure, voilà, on a un problème de délai. Aussi beaucoup de recettes en fin d'année, trop de recettes en fin d'année. Alors c'était particulier avec une première année de fusion, mais voilà, il n'y a pas un calendrier fluide de la recette. Voilà. Donc parce que voilà, il y a certes pour des contrats de formation, il y a des délais, etc. Mais ensuite, pour des demandes de participation, pour des partenariats, là, les délais sont beaucoup plus flous. Même pour les titres concernant les délégations, etc., de personnel. Bon, là, et la tendance à repousser dans le temps un petit peu ces choses-là. Et bon, voilà, ça risque de nous poser un problème certain en GBCP, puisque ça décale d'autant les encaissements. Voilà, donc voilà, on souhaite expérimenter le service facturier recette. Voilà, alors c'est pas dans la GBCP, hein, voilà. Donc, mais voilà, on ne veut pas se fermer cette porte. Voilà, c'est autrefois le service facturier dépenses n'était pas non plus dans la réglementation. Il y a eu des dérogations et je veux dire avec succès. Donc voilà, c'est peut-être un outil. Donc on va le tester sur un secteur central bien précis. De façon à voilà, peut-être voilà, en moins tester, enfin, ça nous semble assez important. Ensuite, un petit témoignage de nos difficultés, comme vous les partagez. Hein. Donc voilà, une mise en œuvre difficile. Hein, avec donc nous, on vient d'une fusion donc, où les équipes sont relativement épuisées et disent encore un changement. Alors on va essayer d'expliquer qu'on a déjà fait quelques marches. Hein, bon, bon. On verra bien. Donc voilà, un SI voilà, dont on me dit voilà, on nous rassure là dès aujourd'hui qu'il sera prêt. Bon, tant mieux. C'est important, hein, voilà, bien sûr. Et donc voilà, un changement culturel qu'il faut amorcer parce que on avait effectivement, alors peut-être pas aussi bien qu'Orléans, mais on avait donc un petit peu expliqué à nos présidents comment ça marchait, les amortissements, la CAF, les fonds de roulement, etc. Bon, on va voilà, il faut oublier tout ça. Bon, donc c'est un peu voilà, ça va être un peu compliqué. Et ensuite voilà, on va avoir deux comptabilités. On avait une comptabilité commune, on se rapprochait pour voir si on était voilà, et on va avoir deux comptabilités qui vont être distinctes. Donc là aussi c'est du changement et on ne sait pas comment on va faire le transfert, enfin s'assurer du transfert qui est bon. Et effectivement, alors un point de satisfaction, c'est qu'au niveau de la trésorerie, elle va être enfin partagée parce que on partageait la trésorerie que quand il y avait des difficultés en fait. Hein. Donc bon, alors c'était un peu, on regardait l'agent comptable, me dit vous apportez des mauvaises nouvelles parce que il y a des difficultés. Bon, donc là on va partager tout le temps la trésorerie, voilà, et on va arriver les choses ensemble. Voilà, c'est quand même plus satisfaisant pour l'agent comptable du moins. Et voilà, et ensuite on aura ces objets non décaissables, voilà, à gérer quand même et qui feront nos écarts de comptabilité. Voilà, et ensuite, voilà, aussi inquiétude ou serpent de mer, la comptabilité analytique. Voilà. Est-ce qu'on arrivera avec cette réforme à mettre en place une comptabilité analytique? Merci. Merci. Merci à vous. On va plus pouvoir parler bientôt. Voilà, changer de micro, ça marche mieux. Bon, écoutez, merci beaucoup. Est-ce que vous avez, là encore, des questions spécifiques à cette présentation ?
ou des commentaires? C'est vrai que c'est une présentation très riche. Ah, Youssoufi. Juste parce que tout à l'heure, à un moment donné, vous avez parlé du fait que quand ça marchait pas, on mettait tous les services ensemble et puis tac, on disait il faut que ça fonctionne. C'est parce que vous venez de... Voilà, c'est qu'il y a un gendarme dans le coin. Un service gendarme. Non. non, je pense que c'était aussi pour valoriser un des pôles qui est le pôle aide à la stratégie, sur lequel il permet de participer, d'améliorer quelque part quand un process pose un certain nombre de difficultés. Là, on était sur le sujet de la masse salariale. Je le disais tout à l'heure, un poids très très important, et derrière on a besoin d'améliorer le déversement pour derrière en faire l'analyse et la projeter. Et donc on a la chance d'avoir dans notre organisation, pour rester sur le thème, d'avoir ce pôle-là qui vient participer, qui vient auditer et dire voilà, là il faut qu'on améliore tel ou tel point du process pour trouver une solution. C'est pas du tout gendarme, c'est plutôt conciliateur, enfin voilà, hein, c'est de l'écoute et du partage, de l'accompagnement au changement, enfin voilà, c'est pas du tout gendarme, mais ça nous aide de se débarrasser de la technique, enfin des soucis techniques pour voir comment s'organiser ensemble en bonne intelligence. Donc c'est pas du tout gendarme du tout. Très bien. Oui, une autre question? Un micro, s'il vous plaît. Merci. Jean-François Bonas, vice-président conseil d'administration à l'Université d'Avignon. C'était plus un commentaire après cette présentation très dense, qui suit les présentations précédentes, où on nous montre que l'organisation administrative et budgétaire de l'université, de l'établissement, a un poids extrêmement important sur ce qui concerne le pilotage ou le bon pilotage budgétaire de l'établissement, ce qui aura encore plus d'importance dans GBCP. Les questions qu'on peut se poser à un moment donné, c'est en quelle mesure l'organisation budgétaire, même optimisée de l'établissement, a un impact sur son pilotage politique et sur l'aspect humain de ce pilotage politique. À un moment donné, il y a une part humaine, il faut avoir l'adhésion des acteurs, etc. Et cette adhésion, elle se fait à un certain niveau. Notre rôle politique est d'avoir ce dialogue-là au bon niveau. Il ne faut pas l'oublier non plus quand on travaille sur ces visions d'organisation, avec un nom qu'on nous donne tout le temps, hein, depuis maintenant l'arrivée de l'autonomie. On me dit toujours qu'on professionnalise. Je crois que la première chose à faire, ce serait de supprimer ce vocable qui tend à dire à nos collègues qu'ils ne sont pas professionnels ou qu'ils ne sont pas professionnels. Quand on parle d'optimiser l'organisation, je suis plus à l'aise déjà. Merci. Très bien, merci pour ce commentaire. Une autre intervention ici. Oui, toujours dans mon souci d'accompagnement du changement, comment avez-vous ou pensez-vous gérer le changement culturel de mes recettes, recettes de ma composante, et services facturiers recettes? C'est votre gendarme peut-être? On y est encore, pour la réponse courte, on y est encore en fait. Hein. Véritablement, l'idée c'est... Je crois que l'idée, c'est on est dans l'optimisation des ressources. Vous avez compris, on est sur la démarche de projet, la démarche pluriannuelle, et quelque part sur les ressources qui peuvent ne pas être consommées sur l'année, de pouvoir les réinjecter sur du projet qui participe aux activités des structures et de nos interlocuteurs. On est vraiment dans cette... Après la sanctuarisation, la personnalisation des recettes, alors ça n'a pas que du mauvais non plus, mais voilà, il faut trouver des équilibres et voilà. Mais on y est encore, c'est des sujets qui sont aussi devant nous. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres commentaires? Je vais essayer de demander aux personnes qui sont visio de savoir si elles ont une question à poser. Là encore, en allumant leur micro et l'éteignant juste après. Bon, c'est pas pratique parce qu'on vous voit pas. Donc, comme j'ai pas de demande, je considère qu'il n'y a pas de questions. Ah, je me parle à moi-même, c'est très bien. Bon. Bon, très bien, il y avait pas mal d'échos. Donc, je vous propose d'arrêter donc cette petite session maintenant. Merci beaucoup à nos collègues, encore une fois, pour la qualité de leur présentation. Nous allons maintenant... Oui, non, mais oui, voilà, c'est ça. Donc nous avons maintenant normalement un petit temps qui
pendant lequel Marc Reiner doit intervenir pour essayer de donner un regard plus porté sur les écoles. Est-ce qu'il y a des spécificités concernant les écoles en ce qui concerne la mise en œuvre de la GBCP? On va profiter d'ailleurs de son intervention pour commencer éventuellement le débat. Je vous donnerai donc ensuite la parole. Le débat, évidemment, c'est pour poser les questions que vous n'avez pas eu l'occasion de poser jusqu'à présent. J'espère que tous nos collègues sont restés là pour répondre aux questions. Éventuellement, vous pouvez poser des questions et d'autres peuvent y répondre. Ne comptez pas sur moi pour répondre à toutes les questions, évidemment. Je ne suis pas nécessairement dans mon métier. Et puis, en fonction des premiers éléments, moi, j'ai 2 ou 3 questions ou 2 ou 3 problématiques que je pourrais vous soumettre pour essayer de compléter la journée. Merci Gérard. Donc effectivement, un peu en préambule au débat, la spécificité des écoles pour encourager aussi les collègues présents des écoles de rentrer dans ce débat. Alors, première spécificité des écoles, c'est leur taille. Alors on vient d'avoir un exposé extrêmement intéressant sur l'université de Bordeaux. On a vu un budget de 500 millions d'euros. Dans les écoles, on a souvent un facteur 10, voire un facteur 100. J'ai audité très récemment une école d'architecture. Il y avait un budget de 5 millions d'euros. Sans une grande... Pardon, qui n'était pas consolidé parce qu'ils ne géraient pas tout leur personnel eux-mêmes, hein, mais qui revenaient aussi, qui n'étaient pas au RCE. Alors, on vient d'évoquer le terme RCE. Y aura-t-il un impact ou non pour les établissements qui ne sont pas RCE? Ou est-ce que finalement, le passage au GBCP, finalement, ne touche pas cette question-là? Je ne pense pas. Hein. Je pense qu'il peut y avoir effectivement un impact. Donc effectivement, contrairement aux universités qui sont toutes au RCE, il y a des écoles du MENESR qui ne sont pas passées au RCE et qui vont probablement y passer ou pas. Hein. Donc cette différence de taille rejaillit sur la taille des services. J'ai souri en entendant nos collègues parler d'un pool de 6-7 personnes. Dans l'établissement que je dirige, les services financiers et comptables, c'est 7 personnes. Donc, au total. Alors, l'avantage, et ça rejaillit sur un autre point qui a été évoqué aussi dans un exposé, c'est une grande proximité, synergie entre aspects comptables et financiers. Dans certains de nos établissements où l'agent comptable est aussi responsable des services financiers, cette mixité permet un dialogue très efficace entre les deux fonctions, qui finalement est intéressant dans le GPCP. La question qui a été évoquée tout en début de séminaire, qui concerne les écoles qui relèvent d'autres ministères que le MENESR, que nous qualifions à la CDFI comme les ministères techniques. Effectivement, et vous avez donné, M. Bergenot, un élément de réponse, c'est à ces ministères-là de se déterminer. Où en sommes-nous aujourd'hui? Parce qu'on parle là de l'État, bien entendu, au sens large du terme. Là, je ne parle pas des écoles privées, mais des écoles d'autres ministères techniques qui sont très présentes à la CDFI et qui enrichissent beaucoup les dialogues, notamment à la commission des moyens, parce qu'on se rend compte en fait que la manière de travailler est souvent très différente selon les ministères. Et là, nous aurons bien entendu des séances de travail interministérielles nécessaires dans ce domaine-là. Donc là, il y a une grande différence par rapport aux universités qui relèvent finalement, je pense pour toutes, du même ministère. Donc... Et enfin, on a évoqué la question des conseils d'administration. Alors c'est vrai que nous avons des conseils d'administration qui sont structurés de manière similaire à ceux des universités, mais nous avons peut-être plus de membres externes. En général, ils représentent entre le tiers et la moitié des membres. Ce sont souvent des représentants d'entreprises et de grandes entreprises, souvent d'entreprises étrangères et anglo-saxonnes, qui, en termes de gestion financière, connaissent bien les outils les plus modernes. Et donc, eux vont être typiquement intéressés, mais aussi critiques. Quand on a parlé de contrôle interne, je peux vous dire que des patrons de grandes entreprises ou de filiales d'entreprises anglo-saxonnes nous ont dit attention, nous on a vécu ça en général avec un certain temps d'avance et ont quand même mis des limites au processus en nous rendant attentifs à certaines dérives donc dans lesquelles il ne fallait pas aller. Donc au niveau de nos CA, je sens plutôt nos membres externes des conseils d'administration intéressés par la démarche,
à condition bien entendu, parce que ça ils y sont habitués aussi, que l'accompagnement au changement soit fait correctement. Et ça c'est vraiment un point important, parce que nos systèmes sont plus petits, je parlais d'un facteur 10 voire d'un facteur 100, mais peuvent aussi être plus fragiles dans ce cas-là, même si j'imagine que pour une grande université qui a vécu beaucoup de changements importants au cours des dernières années, celui-ci vient en plus du reste, comme pour les écoles. Mais il n'empêche que cette fragilité, il faudra en tenir compte dans cet accompagnement. Voilà ce que je voulais donner comme élément particulier des écoles, mais pour nous, la question est bien entendu la même que celle pour les universités, et je pense que les collègues qui participent à ce séminaire entendent de la même manière ce qui vient d'être dit. Mais je les invite à réagir lors du débat. Très bien. Est-ce que quelqu'un souhaite réagir donc aux propos concernant plus spécifiquement les écoles ou Il y a aussi les grandes écoles. On parlait d'école au sens générique du terme. Oui, je parle Voilà. d'école au sens... Oui, nous sommes toutes des grandes écoles, même si elles sont petites. Non. Bon.